Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre et voir sur la vignette, il s'agit d'une vidéo bilan de mes lectures du mois d'avril. Alors pour commencer, en avril, j'ai lu une petite romance, j'en avais envie, allez savoir pourquoi. Je l'ai lue en Kindle, mais je vous la montre sur mon téléphone parce que j'ai remarqué que c'était quand même un petit peu plus joli et un petit peu plus coloré. Donc, il s'agissait du roman de chez MXM Bookmark, Book Boyfriend, de Claire Kingsley. Voilà, je vous enlève parce qu'il y a plein de reflets. Ce roman relate l'histoire en fait d'un couple, c'est une romance, un jeune auteur qui est... Non, c'est un auteur qui écrit d'ordinaire de la SF et qui un jour va se voir challenger. Sa sœur lui dit bah tiens, et si tu t'essayais à la romance? Donc lui qui aime bien regarder, analyser et tout dans son métier, et ben il décide de faire pareil avec la romance. C'est-à-dire qu'il va analyser comment est-ce qu'on écrit une romance. Pour ça, il va en lire quelques-unes. Et ainsi écrire son premier roman, sa première romance. Et sa sœur va lui dire, sa sœur est éditrice, elle va lui dire mais il est trop bien ton roman, il faut qu'on l'édite. Voilà. Et donc ça, c'est le personnage principal qui se fait passer pour une certaine Lexi, donc son nom de plume en fait. Et à côté de ça, on a Mia, qui est une jeune blogueuse littéraire, donc elle a un blog assez réputé, et elle chronique en fait toutes les lectures qu'elle fait, et il s'agit principalement de romances. Elle est fan de romances, et il se trouve qu'elle va être fan des romans de Lexi, et donc va se tisser entre eux une amitié, sans qu'elle sache bien sûr que Lexi est un homme. Et un jour, il se trouve qu'elle va tomber sur Alex, donc le vrai Lexi, entre guillemets, et donc va naître entre eux une romance, etc. J'ai adoré la partie romance quand ça s'installe, etc. J'ai trouvé ça vachement bien écrit, une plume fluide au possible, vraiment presque poétique. Et, et je me suis dit, ça va être un coup de cœur. Et puis bon, c'est une romance, au bout d'un moment, il passe à l'acte. Et là, c'est la catastrophe. Non mais sérieusement, j'avais l'impression de lire un roman pornographique. Alors autant je peux lire quelque chose, des fois, des petits passages érotiques, dans une romance pour moi, bon, ça va, avec, enfin, c'est normal. Mais là, j'avais vraiment l'impression de lire du porno. Le vocabulaire de poétique et fluide, il est passé à argotique, si ça se dit. Enfin, c'était de l'argot, c'était trop familier, c'était presque vulgaire des fois. Et donc j'ai failli abandonner ce roman. Mais vraiment failli. Puis je me suis dit, attends, non, c'est pas possible. Ce roman, tu l'as adoré, c'était limite un coup de cœur, donc tu vas passer au-dessus. Je suis passée au-dessus, j'ai lu ce roman jusqu'à la fin, mais je n'ai pu lui mettre la note que de 15 sur 20. 15, c'est une bonne note parce que franchement, il y a d'excellents passages. Tout le début, avant qu'il passe à l'acte, il est excellent. Même la romance entre deux parties de jambes en l'air, elle est très bien, mais il y a vraiment que les scènes de sexe qui m'ont... Voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, j'ai lu un deuxième roman sur Kindle. Donc, encore une fois, je vais vous montrer sur mon téléphone parce que ce sont de plus belles images. Il s'agissait d'un service presse de ma maison d'édition Sud-Arène. Donc, Calice Rastel. Vous voyez mal avec les reflets, je suis désolée, mais c'est toujours mieux qu'avec, pas de lumière, je trouve. Calice Rastel, le tome 1 de Brume et de fer de Leslie Tanguy. J'ai eu la chance et l'opportunité de lire ce roman en service presse à l'occasion de la sortie du tome 2. Et vraiment, c'est une chance parce que j'avais envie de lire ce roman, mais je n'ai jamais sauté le pas. Et quand Sud-Arène a proposé des services presse, j'ai dit bah écoutez, moi j'adorerais le lire et le chroniquer. Et ils m'ont dit bah tiens, vas-y, prends-le. Et je l'ai pris et je l'ai adoré. C'est un 20 sur 20 pour le premier tome de Calice Rastel. On y suit donc Calice Rastel, sauf que de Rastel, elle n'en sait rien. Elle sait seulement qu'elle s'appelle Calice. C'est une jeune fille de 16 ans. Et puis... elle vit là, elle a été déposée chez des personnes, en fait, des paysans. En fait, elle vit chez des paysans alors qu'elle est la fille d'un grand seigneur rebelle qui cherche à monter donc une rébellion contre la reine déesse, donc une reine tyrannique. Et il se trouve que la femme de Monsieur Rastel, j'ai oublié son nom, je suis désolée, c'était début avril, cette femme est possédée par un démon. Et en fait,
elle va hélas mourir en couche. C'est pour ça que la petite est notamment déposée chez une famille d'accueil, entre guillemets. Elle meurt en couche, mais lorsqu'elle meurt en couche, en fait, le démon se déplace et va aller dans Calice. Et à un moment donné, au tout début, lorsque Calice est mise devant la vérité, c'est-à-dire que ses parents ne sont pas ses parents, qu'elle est la fille de quelqu'un de connu, d'un rebelle et compagnie, qu'elle doit absolument retourner le voir pour que on puisse croire en lui, et puis surtout parce qu'en fait ce sont peut-être ses derniers instants. Lorsqu'elle est mise devant cette vérité, elle ne l'accepte pas vraiment et elle s'enfuit et elle manque de mourir, elle perd conscience et elle perd son démon. Et donc en fait ce démon va se détacher d'elle et ensemble, avec aussi l'aide d'un jeune garçon, un jeune orphelin, ils vont partir à la recherche de ce père et vivre mille et une aventures. Et j'ai vraiment adoré. C'est un roman de pure fantasy qui en appelle aussi aux mythes et légendes. Voilà, l'autrice est bretonne et on retrouve quelques mythes et légendes celtiques et c'est vachement agréable parce que c'est pas là en tant que je vais vous apprendre ce que c'est que la légende celte, que les mythes celtiques. Non, c'est vraiment saupoudré et c'est super. Voilà, parce que si vous les connaissez pas ces mythes et légendes, vous les reconnaîtrez pas, vous y verrez que de la pure fantaisie. Mais si vous en connaissez un peu, alors vous allez les retrouver et ça va vous faire énormément plaisir parce que c'est quand même vachement bien utilisé. Voilà, j'ai adoré les personnages du démon, le personnage principal de Calice, bien sûr. L'enfant, j'ai un peu plus de mal avec lui, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont chacun des caractères bien différents. Ils sont chacun vraiment très bien créés et ce qui en fait un coup de cœur et un 20 sur 20. Voilà. Alors ensuite, je vous l'ai déjà dit, je crois, sur cette chaîne, je fais un challenge, le Fun Challenge, sur Instagram. Et à un moment donné, il nous était proposé, pour avoir davantage de points, de lire il y avait tout un tas de romans, de livres. Et parmi ces livres, il y avait Faust, que moi je dirais Faust. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je l'ai, parce que je l'ai lu pour mon CAPES. C'est-à-dire, quand j'ai passé mon concours pour être prof d'allemand, c'était ce livre-là qu'il fallait lire. Et je me suis dit, c'est parfait, parce qu'après, j'ai aussi une réécriture de Faust. Du coup, je vais enchaîner les deux et ça va être juste génial. Donc, j'ai lu Faust de Goethe, donc qui est l'histoire, en fait, de Faust. Un homme qui aspire à la connaissance, qui a tout appris et qui cherche encore à tout savoir. Voilà, il aspire vraiment à tout connaître du monde, de la vie, etc. Et pour ce faire, il va passer un pacte avec un démon, Méphisto. Et il aura une vie un peu plus longue afin de pouvoir tout connaître, tout apprendre. Voilà, c'était un peu son but. Et autant quand j'ai lu ce livre pour le CAPES, c'était laborieux. Vous voyez, j'ai encore toutes mes notes, j'ai encore tous mes... voilà, tout est surligné. Donc autant quand je l'avais lu, en plus je l'avais relu, c'était pour les études, machin. Autant là, avec quelques années de plus, on va dire, et de pratique de l'allemand et de pratique de Goethe, j'y ai trouvé des choses que je n'avais pas vues à l'époque parce que j'étais trop jeune, parce que je connaissais pas assez cet auteur, et je me suis en fait régalée. J'ai adoré cette relecture, alors que moi je ne relis jamais de romans. Là, j'ai adoré me replonger dans Faust, et voilà. J'ai pas mis de notes parce que comment je pourrais noter Goethe? Je n'y arrive pas. Donc voilà, j'ai pas mis de notes, j'en ai même pas parlé sur mon blog de chronique. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et on passe à la lecture que j'ai faite ensuite. Une lecture que j'attendais depuis un petit moment de pouvoir lire. Il s'agit des Brumes affamées de Don Kurtagish aux éditions du Chat Noir. Donc dans ce roman, on va suivre 3 jeunes femmes qui toutes les 3 vont rencontrer en fait le fameux mythe de Faust, donc Faustus ici, et toutes les 3 vivent à des époques différentes. Donc vous avez tout d'abord de nos jours Zoé, donc qui est une jeune fille de 16-17 ans qui est obsédée en fait par la pratique de la magie et aussi par le fait que son père il est maintenant dans une espèce d'asile suite à cette pratique de la magie parce qu'il a perdu tous ses souvenirs. En fait, il ne se souvient plus de rien, ni d'elle, ni personne. Et elle veut l'aider et elle est persuadée que si elle va à l'endroit où il était lui, elle pourra l'aider grâce à la magie. On suit également Rohan,
qui vit en... Je regarde parce que franchement c'était au début du mois, enfin voilà, et puis c'est des dates précises, donc qui vit en 1851 et qui va se retrouver à la mort de son père orpheline et donc va devoir aller vivre chez un tuteur dans un manoir assez lugubre, sombre et effrayant même. Et elle aussi pratique la magie, c'est son père qui la lui a apprise. Elle est à la fois forte et fragile. Et fragile en sens que c'est une femme, une demoiselle à cette époque-là, et elle ne cherche qu'un tuteur, voilà, mais forte en même temps parce qu'elle a cette capacité à pratiquer la magie, elle est volontaire, elle est entêtée, elle cherche vraiment à savoir pourquoi elle est là et comment ça se fait que son père ait rédigé un testament genre 7 jours avant sa mort ou 3 jours, je sais plus, mais très très récemment, juste avant de mourir, il avait décidé qu'elle irait chez ce tuteur-là. Donc voilà, elle comprend pas trop et elle cherche à comprendre. Voilà. Et enfin, nous suivons aussi Hermione. Pas vraiment. En fait, Hermione, on la suit qu'à travers quelques extraits de journaux intimes qu'elle a pu laisser. Et Hermione était en fait la femme d'un homme qui avait voulu donc en 1583 construire un moulin à eau sur une montagne où il n'y avait pas d'eau. Voilà. Et donc, bon, s'ensuit toute une histoire de sorcières qu'on survole plus ou moins grâce à ces extraits de journaux. Et en fait, donc, ces 3 femmes croisent le chemin de Faust, de Faustus, qui est d'un homme qui vit éternellement et qui donc a vendu son âme au diable, mais qu'un jour le diable lui a dit bon bah c'est bon, maintenant tu as assez vécu, il est temps de me rendre ton âme. Sauf que lui n'en a pas la moindre envie, alors ce qu'il fait, c'est qu'il donne des âmes au diable en échange de la sienne. Voilà. Donc bon, alors je dois aussi vous montrer l'intérieur de ce roman. Il est, comme tous les romans de Don Curtagish aux éditions du Chat Noir, assez particulier. Donc il y a eu un bug, donc je ferai un montage de folie encore, parce que, voilà, ça c'est parti sur mon ordinateur et ça a fait n'importe quoi. Bref, ça c'était le marque-page, on s'en fout. Donc je vous disais, ce roman est assez particulier au niveau de la mise en page, mais pas que. Vous voyez, y a aussi le fait que... Alors ce roman ne m'a pas fait peur, contrairement à Ceux qui hantent les bois de la même autrice. J'ai pas eu peur, mais il m'a quand même fait un drôle d'effet. En ce sens que... bon, il est unique dans son genre, comme je viens de le dire, ça c'est spécifique à l'autrice, mais en ce sens que j'en suis pas ressortie indemne. J'étais... je sais pas, un espèce de mal-être en moi, voulu bien sûr par l'autrice, hein, de ce sentiment de glauque que l'on peut voir à travers tout ça. Je saurais pas vous dire, j'en suis sortie pas indemne. Je crois que c'est vraiment le mot. Ouais, c'est... Mais j'ai adoré. Non, cela dit, j'ai quand même adoré ce roman, auquel j'ai mis la note de 18,5 sur 20. Donc vraiment, bon, de toute façon, j'aime beaucoup ce que fait l'autrice. Et sa plume, qui est fluide et qui nous embarque où elle veut, en fait. Mais il est quand même spécial, en fait. C'est pas un coup de cœur, parce que je dis, bon, en fait, ça aurait pu être un coup de cœur, justement, parce que j'en suis pas ressortie indemne, mais il m'a laissé un sentiment, je sais pas, étrange, bizarre, sur lequel j'ai pas réussi et je n'arrive toujours pas à mettre de mots. Voilà pourquoi pas de 20 sur 20, mais un 18,5, parce que c'est quand même une excellente lecture. Je ne peux que vous la recommander. Et encore une fois, on voit le magnifique travail aussi de couverture de Mina M. Voilà, il fallait que je le dise. Donc, ensuite, j'ai lu encore un excellent roman. J'ai lu la fin d'une trilogie, une trilogie que j'adore et que vous ne tarderez pas à revoir sur cette chaîne. Il s'agit donc des Autres de Sandra Moyon. Donc là, c'était l'étape 3, Le Seigneur. Et contrairement à ce que je croyais, Le Seigneur, c'était pas qui je croyais. Enfin bref, c'est un tome 3, donc je ne vais pas vous en dire trop. On suit donc dans cette saga, dans cette trilogie, on suit Soen, qui est un humain qui vivait enfermé dans une ville cité, donc c'est-à-dire protégé par des murs des autres. Les autres qui sont des créatures sanguinaires, alors ça peut être des buveurs, des seigneurs, non pas des buveurs c'était dans un autre roman.
Donc ça peut être des seigneurs, des assoiffés, ça veut dire des sortes de vampires, ça peut être aussi des griffeurs, des hurleurs, donc là on est plutôt sur du loup-garou, et ça peut être encore plein d'autres choses. Voilà. Et donc Soen, par contre, dans le tome 2, se retrouve dans la fosse, et là il est encore une fois dans la fosse, et il y a toute une intrigue qui se passe dans la fosse, et il est cette fois dans le No Man's Land, c'est-à-dire dans un endroit qui n'est pas habité par des seigneurs, donc par des affamés, non, des assoiffés, pardon. Affamés, c'est différent, vous le découvrirez là-dedans. Donc il n'est pas habité forcément par des seigneurs, je disais, donc des vampires entre guillemets, qui n'est pas habité non plus par des griffeurs, des hurleurs, loups-garous, surtout pas parce que là, ils seraient en grand danger. Et ils partent à la recherche d'une jeune fille, Lyra. Et voilà, je vous en dis pas plus, parce que c'est un tome 3 et que c'est quand même la fin de l'aventure, et je voudrais pas trop vous spoiler. Par contre, je ne peux que vous le recommander. Parce que moi, je lui ai mis la note de 20 sur 20. Au premier, j'avais aussi mis 20 sur 20. C'est un véritable coup de cœur. Au 2, j'avais mis genre 18 ou 19. Donc vous voyez, c'est une excellente série qui est publiée chez Plume Blanche, et je ne peux que vous la recommander. Voilà. Lisez les autres de Sandra Moyon. Alors ensuite, après avoir vu une vidéo sur Auteur en Live, donc c'est une chaîne qui interviewe des auteurs édités en maison d'édition, auto-édités, ou bien même des auteurs internet, Wattpad et compagnie. Donc lors d'une des interviews, j'avais découvert un auteur, Damien Verret, et le roman qu'il avait présenté alors, enfin l'un des romans, était L'homme qui regardait pousser les tomates. Donc aux éditions Nombre 7. Je connais pas du tout cette maison d'édition, enfin je l'ai croisée sur des salons, mais j'ai jamais rien lu d'eux. Et ce genre de roman, c'est juste pas du tout mon truc. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout mon truc. C'est là, je sortais complètement de ma zone de confort. Mais quand il en a parlé, en fait, ça m'a donné envie parce que ça m'a donné envie. Voilà, parce qu'on doit donner des excuses. Donc voilà, là, on suit Romain, qui est donc l'homme qui regardait pousser les tomates, et qui en fait est un homme qui sillonne les rues à travers un van. Il sillonne les rues, il sillonne les villes en fait, et il va à la rencontre des gens qu'il interviewe juste pour leur demander comment ça va, comment va votre vie. Par exemple, quand ils sont à la gare et qu'ils attendent leur train et que le temps peut leur paraître long, et ben Romain va les voir et partage avec eux quelques moments de vie, tranches de vie, et bref, s'intéresse à eux, échange avec eux, et voilà, j'avais trouvé le concept sympa. Et un jour, ce fameux Romain rencontre Emmanuelle, qui est une femme à laquelle il n'avait pas prévu de s'intéresser, il n'avait pas prévu de l'interviewer, c'est elle qui est venue le voir, c'est elle qui lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites avec votre truc, enregistrer les gens, avec votre carnet, machin qu'est-ce que vous faites ?» Alors il explique, et puis il continue d'écrire, parce qu'il venait juste de rencontrer quelqu'un, donc il retrace dans son carnet ce qu'il a vécu, ce que la personne lui a dit, et comment il a vécu cette rencontre, et compagnie. Et Emmanuelle, elle se sent vexée de ne pas être l'une des personnes qui l'interviewe. Donc elle va lui dire « moi, ma vie vous intéresse pas, machin ». Et puis c'est elle qui va commencer à lui poser des questions. Et après ça, en fait, il va vouloir la revoir. Déjà, elle, au lieu de prendre son train, elle va prendre le suivant pour qu'ils puissent discuter. Et ensuite, donc, Romain va chercher à revoir Emmanuelle et va naître entre eux une espèce d'amour, amitié, haine, peur, parce que le mec, il l'a quand même traqué. Voilà. Donc le pitch de base est vachement sympa, l'histoire est très très bien. Par contre, je lui ai mis la note de 13,5 sur 20 et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Il y a de bonnes pistes de réflexion, je veux dire, tout ce qu'on voit sur la société d'aujourd'hui, de consommation et compagnie, c'est excellent. Je trouvais ça l'idée super bonne. Par contre, il y a des erreurs. Des erreurs qui sont, pour moi, des erreurs qui, je crois que l'auteur l'avait dit lors de son interview, sont peut-être voulues. En fait, il y a une espèce de mélange des temps, mais qui, moi, ne m'a pas accroché, en fait. J'ai eu du mal avec ce mélange des temps, passé, présent, etc. J'ai pas accroché, mais bon, c'est voulu, donc c'est juste que c'était pas pour moi. Et puis, il y a aussi le truc qui m'a énervée. Comme je le disais tout à l'heure, et comme vous le savez, si c'est pas la première vidéo que vous regardez ici, je suis prof d'allemand. Et moi, quand vous m'écrivez Volkswagen avec un W, et qu'il se trouve que c'est quasiment, c'est le van dans lequel vit l'homme, le héros, vous pouvez pas. Enfin, Volkswagen, ça s'écrit d'abord avec un V,
le V allemand, et après Wagen avec un W, d'où le sigle VW. Voilà. Donc moi, quand vous m'écrivez autrement, j'ai eu vraiment du mal. Ça m'a énervé. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que seulement 13,5 sur 20 à cause des temps et à cause de ce mot. C'est un mot, franchement. Mais voilà, moi, en tant que prof d'allemand, je ne voulais pas laisser passer, vous devinez bien. Mais vous, ça se trouve, ça vous gênera pas, parce que vous aussi, vous dites Volkswagen, et puis voilà. Voilà. C'est comme la majorité des Français, en fait. Voilà. Sinon, il y avait encore un truc. Toujours par rapport au fait que je suis prof. Il se trouve qu'Emmanuel elle est prof aussi. Et alors, soit elle bénéficie de quelque chose d'extraordinaire, d'un mi-temps magnifique, soit il y a une petite erreur, à savoir que quand on est prof d'histoire géo, il me semble, au collège, on ne peut pas avoir qu'une seule classe. Ça fait pas assez d'heures. Voilà. Clairement, c'est... Voilà. Ça marche pas. Donc voilà. Et puis surtout aussi, il y a une autre chose. Quand il y a le brevet, par exemple, on surveille le brevet. Voilà, on part pas à Paris, machin, voilà. Surtout quand son unique classe est une classe de 3e qui passe le brevet. Voilà, donc il y a quand même des choses qui m'ont énervée dans ce livre et qui ont trait à mon métier. Donc pour le cas, je faisais office de pro, c'est le cas de le dire, là-dedans, et du coup ça m'a un peu énervée. Mais par contre, je reviens sur le positif. L'idée de base du pitch est vraiment géniale, et les réflexions sur la société valent vraiment le coup d'être lues, parce que ça nous permet de nous remettre en question, de remettre notre vie en question, et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, il fallait que je le dise. Et enfin, pour les quelques derniers jours du mois d'avril, j'ai lu sur recommandation d'une blogueuse. Et parce que, en tant qu'autrice, j'ai vu passer un appel à texte très sympa, j'ai découvert Pierre Bottero, j'avais jamais lu, à travers La Quête des Vilanes, pareil, j'avais jamais lu, D'un monde à l'autre, voilà, publié chez Rajo, ici, pour mon édition. Donc comme je voulais vite et que je voulais pas cher, je l'ai acheté sur Vinted, vraiment pas cher, 2 euros, et 2 euros, et vous avez tout ça, et en plus, j'avais un ex-libris, j'étais trop contente. Non, vous le voyez pas. J'étais trop contente. Enfin voilà, un rien. Donc, dans La Quête des Vilanes, on suit Camille. Non pas Evilane, mais si, Camille et Evilane. On suit Camille, qui est une jeune surdouée de 14 ans, et son copain Solim, qui lui est pas du tout surdoué, mais c'est son meilleur ami, c'est la vie. Et donc, on les suit tous les deux lorsqu'ils débarquent dans un autre monde, d'un monde à l'autre. Dans le royaume de Gwendalavir, je sais jamais le dire, donc même quand je lisais, si c'est ça, je suis trop forte. Donc dans le royaume de Gwendalavir, où il se trouve qu'en fait Evilane était attendue, elle ou quelqu'un d'autre. On l'attendait parce que elle n'est pas du tout de notre monde, elle est de Gwendalavir, c'est une originaire de ce monde-là. Et elle a le pouvoir du dessin. Voilà, c'est-à-dire que quand elle dessine quelque chose dans son esprit, ce quelque chose peut se réaliser. Bon, après, ça dépend de la force de son pouvoir, hein, mais voilà, en gros, c'est un peu le pitch. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, auquel j'ai mis la note de 17 sur 20, c'est que bien que ce soit de la jeunesse, déjà, on a un vocabulaire assez intéressant, intelligent, et non pas des mots simples et faciles et accessibles à tous. Justement, ça fait de ce roman un roman accessible à tous, bien que ce soit de la jeunesse. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça mette en avant l'art. Donc l'art du dessin, bien sûr, mais aussi l'imagination, qui est ce qui fait vivre cet art. Et ça, j'ai trouvé vachement sympa. Voilà. Donc c'est un premier tome qui, selon moi, est tout à fait prometteur pour la suite. Bon, évidemment, Pierre Bottero étant décédé... Bon, la suite existe, hein, que l'on se rassure si vous ne connaissez pas. Moi, je ne connaissais pas. La suite existe, bien sûr. Il a eu le temps de nous écrire maintes et maintes ouvrages de quêtes, etc. Aventures. Mais voilà. Donc, moi, je lirai sans nul doute la suite de La Quête des Vilanes. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a pas paru trop longue, elle est clairement trop longue. En plus il y a eu des bugs, je vais avoir un montage de folie comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va y arriver, on va s'en sortir, on est les meilleurs. Quant à moi, j'arrête de délirer, je vous souhaite encore une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo malgré les différents bugs, n'hésitez pas à liker évidemment.
voire à commenter si jamais vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y en a tellement qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et puis, comme je vous disais, moi je vous laisse tranquillement naviguer sur YouTube et je vous dis tchuss.